Bonjour à tous. Donc oui, on va faire un rapide survol des résultats sanitaires suite à l'accident de Tchernobyl. Donc il y avait deux présentations de prévues au départ, une de moi sur la population générale et une d'Elisabeth Cardis sur les liquidateurs. Elisabeth ne peut pas être là aujourd'hui pour des raisons personnelles et donc j'ai fusionné les deux présentations à une seule. Et je vais vous présenter l'ensemble des résultats qui ont été discutés avec Elisabeth les jours derniers. Donc la présentation que je vous propose, c'est de revenir sur le contexte, les populations impactées. Ça va être une rapide introduction parce que la majorité a déjà été publiée dans le cours de la journée. On va revenir sur les risques de cancer, en s'intéressant aux cancers les plus radiosensibles connus dans la littérature, donc thyroïde, leucémie, et puis cancer du sein chez la femme, et puis les cancers solides. On passera sur les risques de pathologies non cancéreuses et on terminera sur quelques conclusions perspectives. Donc le contexte, il a déjà été largement présenté, l'accident en avril 86. Dans la présentation, je vais me focaliser principalement sur les territoires contaminés qui vous ont été présentés également en détail. Donc les trois pays, Ukraine et Bélarus à l'ouest ici, et puis la Russie ici, avec les territoires les plus contaminés étant à la frontière de l'Ukraine et du Bélarus, et puis dans la région de Gomel au Bélarus. En termes de population, ça a été présenté en détail tout à l'heure dans la présentation précédente. Moi, je m'intéressais en termes de population donc aux liquidateurs, en particulier les liquidateurs qui sont intervenus dans les premières années, donc avec des doses relativement importantes, une moyenne de doses qui est là, c'est des chiffres purement indicatifs, c'est simplement pour placer les populations les unes par rapport aux autres. Et une population de plusieurs centaines de milliers d'individus. Pour ceux qui sont intervenus dans les premières années, au total 600 000 liquidateurs, mais beaucoup étant intervenus après les années 80 avec des niveaux de doses beaucoup plus faibles. La population des évacués en 1986, 116 000 personnes avec une moyenne de dose de quelques dizaines de millisieverts. Les habitants des zones contaminées, donc les territoires, les zones de contrôle strict, 270 000 personnes, et puis 5 millions de personnes finalement dans les zones contaminées, réparties sur les trois pays. Le reste du Bélarus, de l'Ukraine, et puis d'autres zones contaminées de Russie, et puis le reste de l'Europe, avec donc des niveaux d'estimation de doses de l'ordre de 100 millisieverts, quelques dizaines pour les groupes suivants, et puis en dessous de la dizaine au-delà des zones contaminées, avec des doses qui peuvent atteindre plusieurs grés, en particulier pour les deux premiers groupes. Et puis des doses à la thyroïde qui également peuvent dépasser le gré pour les liquidateurs et les évacués, de l'ordre de quelques dizaines à centaines de millisieverts pour les zones contaminées, et puis en dessous de 10 millisieverts, de quelques millisieverts pour les lignes du bas. Voilà, donc faire un bilan de l'ensemble des publications sur les effets sanitaires, c'était hors de taille pour la présentation d'aujourd'hui. Il y a eu un bilan qui a été publié en 2008, en particulier le rapport Hensker, qui correspond dans les grandes lignes à ce qui a été présenté par Florence Ménétrier juste avant. Et moi, je me focalisais sur les publications les plus récentes, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'on apprend de la littérature scientifique épidémiologique dans les publications des 5 dernières années. Donc je vais commencer par le cancer de la thyroïde, en revenant sur un graphe qui a été présenté juste avant, dans la présentation juste avant, sur l'incidence du cancer de la thyroïde. Et je pense qu'en fait, ce graphe, il faut qu'on le regarde un petit peu plus en détail. Donc dans cette présentation ici, vous avez 4 fois le même graphe. C'est l'incidence des cancers de la thyroïde au Bélarus, en Ukraine et en Russie. On va se focaliser sur le dernier graphe ici, qui combine les données des trois pays. Et puis la courbe du bas ici, c'est l'incidence chez les enfants, c'est-à-dire chez les individus qui avaient moins de 15 ans. Donc on voit en effet bien une augmentation. Ici on est en 86, ici on est en 2000, en 2005. On voit bien une augmentation ici de la fréquence et puis une diminution. Et cette diminution, elle ne s'explique pas par une diminution de l'incidence ou de la fréquence des cancers attribuables à Tchernobyl. Elle s'explique simplement par le fait que le nombre d'enfants qui ont moins de 15 ans, il diminue fortement. En particulier en 2000, ici, des individus qui ont moins de 15 ans et qui étaient déjà nés au moment de l'accident, on n'en a plus. Donc l'incidence qu'on a après ici, c'est chez des enfants qui sont nés après l'accident. Et on voit bien que chez les enfants qui sont nés après l'accident, finalement la fréquence est revenue à peu près similaire à celle qu'on avait avant l'accident. Par contre, ce qu'on voit, c'est que chez les adolescents, donc chez les 15-20 ans, on voit une augmentation et puis à nouveau une diminution, simplement parce que finalement des individus qui ont moins de 20 ans et qui étaient déjà nés au moment de l'accident, on en a de moins en moins.
Et donc on voit une diminution finalement de la fréquence, donc c'est des enfants qui sont nés après, enfin c'est des adolescents qui sont nés après l'accident, et là aussi on voit une diminution chez ces enfants qui sont nés après l'accident et qui ont atteint maintenant entre 15 et 20 ans. Et puis ce qu'on voit après, c'est chez les jeunes adultes finalement une augmentation de la fréquence. Et donc la conclusion de ce graphe-là, c'est que on continue à avoir une augmentation de la fréquence des cancers de la thyroïde, qui n'est plus chez des enfants aujourd'hui, qui se trouve chez des adultes qui étaient enfants au moment de l'accident. Voilà. Donc les conclusions, c'est qu'on a bien une augmentation qui persiste plus de 20 ans, plus de 25 ans après l'accident, et qui se traduit aujourd'hui par une augmentation de fréquence chez des jeunes adultes qui étaient enfants au moment de l'accident, avec donc un délai de latence pour les cancers de la thyroïde qui peut atteindre plusieurs décades, et puis un bilan des cancers de la thyroïde qui aujourd'hui ne peut plus se limiter aux cancers enregistrés chez les moins de 18 ans. Ça a été présenté tout à l'heure, les 7000 cas. Il faut maintenant compter les cas qui apparaissent dans une population adulte, et donc on va largement dépasser ce bilan de 7000 cas. Voilà pour ce qui est du cancer de la thyroïde, de l'incidence. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est la comparaison des résultats qu'on a en termes de relation dose-risque. Donc c'est ce qui vous est présenté ici sur la cohorte des liquidateurs russes. Vous avez ici le risque relatif en fonction de la dose qui a été estimée pour chacun de ces liquidateurs, avec une pente de la relation dose-réponse ici, qui est de l'ordre de 5 à 8, le coefficient de pente. Et si on compare avec ce qu'on sait de la littérature sur les expositions externes, expositions médicales ou Hiroshima-Nagasaki, on voit que finalement l'ordre de grandeur de cette pente, elle est très similaire. Donc avec une relation dose-risque, ici due à une incorporation d'iode, ici due à une exposition externe, avec finalement un coefficient de pente qui est très similaire à celui qu'on a pour l'exposition externe. En restant toujours sur le cancer de la thyroïde, mais en passant chez les adultes, chez les liquidateurs, c'est-à-dire des gens qui étaient adultes au moment de l'accident, c'est ce qui a été dit un peu plus tôt. Finalement, c'est une des questions qui persiste toujours. Est-ce que oui ou non, cet excès de cancer de la thyroïde, il se limite à une exposition durant l'enfance, ou est-ce qu'on peut avoir, chez des gens qui étaient adultes au moment de l'accident, une augmentation ? Il y a une première publication qui a été publiée dans l'European Journal of Epidemiology en 2014 sur les liquidateurs ukrainiens, donc une population de 150 000 personnes qui ont été suivies de 86 à 2010. 196 cas ont été enregistrés. C'est un nombre faible parce que c'est une maladie qui est rare. Et ce qui a été calculé, c'est le ratio d'incidence standardisé, c'est-à-dire c'est le ratio du nombre de cas qui a été observé par le nombre de cas qu'on devrait avoir dans cette population-là si les taux étaient les mêmes que ceux d'une population de référence, ici, le reste de la population ukrainienne. On voit que ce taux il est largement supérieur à 1, donc l'absence d'augmentation se traduirait par un SIR de 1. Ici, on est à 3. Alors, si on se limite au liquidateur intervenu en 86, on est quasiment à 4, statistiquement significatif. Donc c'est un résultat qui montre une incidence élevée de cancer de la thyroïde chez ces liquidateurs ukrainiens. Alors, ce résultat n'est pas suffisant pour démontrer une relation avec la dose. Il n'y a pas d'analyse de la relation dose-risque. Il est possible qu'il y ait une meilleure surveillance chez les liquidateurs, ce qui pourrait expliquer, au moins partiellement, une augmentation de cette fréquence. Il y a une deuxième étude qui porte à nouveau sur des cancers thyroïdiens chez les adultes, donc publiée en 2012, chez des liquidateurs cette fois-ci biélorusses, russes et baltes, ayant travaillé dans les premières années, donc en 86-87, une étude cas témoin nichée qui a permis de travailler, nichée à l'intérieur de la cohorte, qui a permis de travailler sur un faible effectif et donc de faire une reconstitution des doses, des reconstitutions du vécu des individus, des caractéristiques des individus, de leur mode de vie, et bien beaucoup plus précises que quand on travaille sur l'ensemble d'une population de plusieurs centaines de milliers d'individus. Là, les effectifs portent sur 107 cas de cancer de la thyroïde, 423 témoins, avec des doses qui ont été estimées entre 50 et 70 mg à la thyroïde. Et l'estimation de la relation dose-risque qui est issue de cette étude cas témoins, c'est un coefficient de pente de 3,8, statistiquement significatif, au-delà de 300 millisieverts. Donc on voit que le coefficient est plus faible que celui que je vous présentais sur les enfants tout à l'heure, mais finalement la conclusion d'une relation dose-risque pour des individus qui étaient adultes, qui au moins avaient plus de 18 ans au moment de leur intervention, au moment de Tchernobyl. Donc en conclusion sur le cancer thyroïdien, à partir des publications des années les plus récentes, donc on retrouve ce qu'on savait avant, un excès de risque identifié très tôt, dès le début des années 90, des tumeurs invasives, essentiellement papillaires, un risque relatif qui est plus élevé si l'âge à l'exposition est précoce, et puis qui est largement augmenté si en effet les enfants sont en situation de carence iodée, une relation due à la dose due à l'incorporation d'iode 131,
Et dans les années récentes, eh bien, ce qu'on voit, c'est que cet excès il se poursuit encore aujourd'hui chez des individus qui aujourd'hui sont devenus adultes, qui étaient enfants au moment de l'accident. Une relation dose-risque qui apparaît plus faible, mais qui apparaît significative, au moins dans certaines populations, chez des individus qui étaient adultes au moment de l'accident. Des relations qui sont compatibles, relations dose-risque qui sont compatibles avec celles observées pour des expositions externes, en particulier les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, avec des excès de risque par gré qui sont entre 3 et 8. Voilà très rapidement un bilan sur les cancers de la thyroïde. On passe maintenant aux leucémies. Donc, en effet, pour les leucémies, c'est un des cancers qu'on attendait. On s'attendait à avoir une augmentation des risques de leucémie, en particulier chez les enfants. Et donc, même dans les dernières années, eh bien, on a peu de résultats sur les leucémies. Il y a quand même une étude cas témoin qui a été publiée en 2010 en Ukraine, chez des enfants qui avaient moins de 5 ans au moment de l'accident, sur un effectif élevé, puisque à nouveau la leucémie infantile c'est une maladie rare, 246 cas diagnostiqués entre 87 et 97 pour 492 témoins, une reconstitution des doses individualisées la plus précise possible, avec des doses estimées entre 0 et 313 mg à la moelle osseuse. Et finalement, les auteurs concluent à une augmentation significative en comparant le groupe des enfants ayant reçu moins de 10 mg par rapport au groupe d'enfants ayant reçu plus de 10 mg, eh bien un ratio entre ces deux groupes de 2,4. Alors cette étude, c'est la deuxième publication en fait de la même équipe. La première avait été très critiquée sur la qualité de l'estimation des doses et sur le choix des témoins. Celle-ci répond à certaines des limites de la première, avec un effectif relativement élevé, mais ça reste une étude relativement isolée pour ce qui est des leucémies infantiles. Si on passe aux adultes, donc la cohorte des liquidateurs biélorusses, russes et baltes, une étude cas témoin a été effectuée au sein de cette cohorte, donc à l'intérieur de cette cohorte, basée sur 60 cas, 287 témoins, une estimation de la dose moyenne de 13 millisieverts et un excès de risque relatif par gré de 5, à la limite de la significativité statistique. Sur l'étude des liquidateurs ukrainiens, une publication de 2012, là aussi, même méthodologie, une analyse cas témoin avec une reconstitution individualisée des doses, une dose moyenne plus élevée que dans la cohorte biélorusse et russe, et un coefficient de relation dose-risque de 2,4 pour les leucémies hors leucémie lymphoïde chronique et de 2,6 pour les leucémies lymphoïdes chroniques. Donc des coefficients de risque relativement similaires entre ces deux populations, deux études totalement indépendantes, même si la méthodologie était cherchée à être la plus proche possible, et donc des excès de risque relatifs qui sont similaires à ceux qu'on observe chez les survivants d'Hiroshima et Nagasaki si on se limite à une population adulte au moment de l'explosion, des relations qui apparaissent à la fois pour les leucémies lymphoïdes chroniques et pour les leucémies non leucémiques et une assez bonne cohérence des résultats entre les deux études. Voilà ce qu'on a pour les leucémies. Donc, en effet, des résultats qui vont dans le sens d'un début d'observation, finalement, d'une association entre la dose et le risque. Pour ce qui est du cancer du sein, on a moins d'informations. Il y a une première publication en 2006 qui tendait à montrer une fréquence plus élevée chez des femmes exposées au moment de l'accident, avec moins de 45 ans au moment de l'accident, dans les zones les plus fortement contaminées du Bélarus et d'Ukraine, mais qui ne suffisaient pas du tout à démontrer une augmentation. Une analyse détaillée a été effectuée sur le registre des cancers ukrainiens, publié en 2014 ici, en s'intéressant à la fréquence des cas de cancer du sein chez les femmes, chez les résidents des territoires contaminés d'Ukraine. Donc un nombre de cas observés d'un peu plus de 1000 cas pour 2000 cas attendus, et donc 1800 cas attendus, et donc un ratio finalement inférieur à 1, c'est-à-dire une fréquence de cancer du sein plus faible dans ces territoires contaminés que dans une population non exposée, ayant les mêmes caractéristiques en termes de distribution d'âge. Même résultat quand ils ont considéré les évacués de Pripyat et les évacués de la zone des 30 km, avec un ratio de 0,8 inférieur à 1 donc. Par contre, en s'intéressant aux liquidateurs, aux femmes donc de la cohorte des liquidateurs ukrainiens intervenus dans les premières années en 86-87, un effectif de 300 cas pour 185 cas attendus, et là un ratio de 1,6, suggérant donc une augmentation de la fréquence des cancers du sein chez les femmes dans cette cohorte de liquidateurs qui ont reçu des doses plus importantes que dans les deux autres groupes.
Donc en conclusion, eh bien, pas d'indication d'un excès de cancer du sein dans la population générale, exposée dans les territoires contaminés ou évacués, un excès possible chez les liquidateurs pour les premières années, et puis la nécessité de poursuivre ce suivi dans le temps pour voir si cette conclusion se confirme ou pas. Voilà pour le cancer du sein. Donc on passe maintenant à la mortalité par cancer solide, avec une première publication qui portait sur le Bélarus, donc en 2013, où les auteurs se sont intéressés à la fréquence de l'ensemble des cancers solides, donc c'est l'ensemble des cancers solides, et l'évolution temporelle dans différentes zones. On retrouve ici les zones les plus contaminées, Gomel en particulier, et on voit que finalement, eh bien, on est bien incapable de séparer finalement les zones les plus contaminées des territoires non contaminés, avec une évolution qui semble refléter celle assez proche finalement de celle qu'on trouve dans d'autres zones du pays, et donc pas de mise en évidence finalement d'une augmentation de la fréquence des cancers solides globalement dans la population. Même analyse, mais sur des données meilleures, sur des données d'incidence en Ukraine, une publication de 2014, avec là aussi comparaison de différentes zones, donc l'ensemble de l'Ukraine ici, les territoires contaminés ici, et on voit à nouveau que eh bien, finalement on n'a pas du tout l'impression d'une augmentation de la fréquence des cancers solides dans les territoires contaminés par rapport au reste du pays. Donc il faut bien voir que c'est des analyses qui sont très macroscopiques. On parle là de l'ensemble des cancers solides, donc tous les types de cancers, sur l'ensemble de la population, sur l'ensemble d'un pays. Donc il est clair que ces résultats, ils sont certainement suffisants pour répondre à certains auteurs qui disent qu'il y a une augmentation phénoménale de la fréquence des cancers dans l'ensemble des pays ou dans les zones contaminées. Par contre, c'est des choses qui sont beaucoup trop macroscopiques pour être capable de voir une augmentation fine de quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents, qui est celle qu'on attend, vu les doses qui ont été reçues. Toujours sur ce papier publié donc en Ukraine, les auteurs ont repris la même analyse que pour le cancer présenté juste avant pour le cancer du sein, dans les territoires contaminés, dans les évacués de Pripyat, et puis les liquidateurs. Donc on retrouve la même analyse, la comparaison du nombre de cas observés par rapport au nombre de cas attendus qu'on aurait si les taux étaient ceux de populations non exposées. On retrouve là aussi, comme pour le cancer du sein, finalement, une fréquence plus faible de cancer solide dans les territoires contaminés et dans la zone de Pripyat que dans le reste de la population, dans un groupe non exposé. Par contre, chez les liquidateurs, à nouveau, quelque chose de supérieur à 1, avec une augmentation de l'ordre de 10%, donc relativement faible, et donc pas d'indication d'excès de cancer solide dans la population générale, mais un excès limité possible chez les liquidateurs dans les premières années. Et là aussi, bien sûr, la nécessité de poursuivre le suivi dans les années à venir pour vérifier si une tendance de ce type se confirme ou pas. Autre publication, ce coup-ci sur les liquidateurs russes, donc de 2015, une population de 65 000 individus avec reconstitution de la dose individuelle, des doses qui s'étalent de rien jusqu'à plus d'un gré. Et sur cette population, 4 000 cancers solides observés, 2 422 décès par cancer solide. Et ce que les auteurs observent, eh bien, c'est finalement une relation positive avec un excès de risque par gré de 0,47, c'est-à-dire une augmentation de 47% à chaque fois que la dose augmente d'un gré, assez similaire à celle qu'observée en incidence et puis en mortalité, avec un excès de risque par gré de 0,58. Donc une assez bonne cohérence de ces deux résultats, même si ces pentes ne sont pas statistiquement significatives et donc suggèrent une augmentation du risque, mais de façon non statistiquement significative. Dernière slide sur les risques de cancer. Deux études qui ont été présentées par Florence un peu plus tôt. Je crois que c'était celle d'Ostromova qui a été présentée. Il y a deux cohortes en fait qui portent sur des enfants qui avaient moins de 18 ans au moment de l'accident et pour lesquels finalement il y a eu une estimation précise, une mesure de la dose à la thyroïde effectuée. Et donc ces deux populations sont suivies, l'une en Ukraine qui s'appelle la cohorte UCRAM et puis la cohorte Belam au Bélarus, donc deux populations de l'ordre de 12 000 personnes, et là aussi les ratios d'incidence ont été estimés sur la période 98-97 jusqu'à 2009-2011. Deux publications, donc une en 2015, une en 2016. En effet, ces études ne montrent pas d'augmentation du risque de cancer solide. Il n'y a aucun SIR qui soit significatif pour les différents cancers qui ont été retenus, mais les effectifs sont très faibles. L'âge à la fin de suivi, puisque c'est des enfants qui avaient moins de 18 ans en 86, l'âge à la fin du
du suivi est de 31 ans ici, 33 ans ici. Au maximum, l'âge maximum est de 51 ans. Et donc, on voit bien que ces cohortes sont à un âge insuffisant, finalement, pour être capable d'apporter une réponse complète sur le risque de cancer potentiellement induit pour les cancers solides. Un nombre de cancers enregistrés qui est de 43 et 42, donc des effectifs très très faibles. Et puis, si on reprend la leucémie, eh bien, finalement, le SIR pour la leucémie, le seul résultat positif, enfin marquant dans ces deux cohortes, c'était pour la leucémie un SIR de 1,9, non statistiquement significatif, mais proche de 2. Et puis, grosso modo, le même résultat dans cette cohorte similaire ici, 1,8, non statistiquement significatif, mais finalement la suggestion d'une fréquence élevée de leucémie chez ces enfants, là aussi à poursuivre et vérifier si ça se confirme dans le suivi de ces enfants. Donc voilà, des résultats qui sont des résultats partiels. Un nombre de publications récentes intéressantes, finalement relativement limitées sur les dernières années, avec une vraie baisse en termes de suivi épidémiologique de ces populations. Si on regarde maintenant les effets non-cancer, donc le premier, c'est les anomalies congénitales. Donc là, je reviens sur un résultat ancien publié en 2003 qui a été présenté avant, qui portait sur l'ensemble du registre des maladies congénitales du Bélarus, donc registre qui existait avant l'accident, qui permet de voir une évolution finalement des malformations congénitales depuis 1983 jusque dans les années 2000. Et la conclusion, c'est que finalement, on voit bien une augmentation de la fréquence des anomalies congénitales rapportées par ce registre, enregistrées, mais que finalement, cette augmentation, elle n'est pas différente entre les zones contaminées et entre les zones contaminées et les zones non contaminées. Donc la conclusion, finalement, d'absence d'augmentation de lien entre la contamination et puis la fréquence des anomalies congénitales. Il y a eu une publication, un nouveau registre qui a démarré en 2000, qui est situé en Ukraine, dans la province de Rivne. Donc ici, vous avez Tchernobyl, vous avez ici la frontière avec le Bélarus, et la province de Rivne, elle est ici, à la frontière avec le Bélarus, avec deux zones dans cette province, la zone du nord qui s'appelle Policia, avec des niveaux de contamination relativement élevés, puis la zone du sud, avec des niveaux de contamination plus faibles. Et les auteurs ont lancé donc le registre, un enregistrement de la fréquence des malformations congénitales dans cette zone sur l'ensemble de la période, donc une période relativement récente, 2000 à 2009, et également toute une campagne de mesures anthropogammamétriques chez des femmes pour mesurer l'incorporation du césium-137. Donc il y a deux publications récentes qui reviennent sur ces résultats-là, avec une incorporation de césium-137 d'un ratio 3 à 5 fois plus élevé chez les femmes de la région du Nord, donc Policia, par rapport au reste de la province, et puis une fréquence de naissance avec défaut de fermeture du tube neural, donc qui est une anomalie tératogène, un effectif relativement faible en termes de naissance, 319 sur 10 ans, mais un ratio finalement 60% plus élevé dans cette zone de Policia que dans la zone non contaminée, enfin plus faiblement contaminée. Donc il y a une limite, les auteurs sont eux-mêmes très, très, très prudents sur l'interprétation de leurs résultats. C'est une étude qui est purement descriptive, c'est des données agrégées, il n'y a pas de calcul de dose individuelle, et puis il n'y a pas de relation entre les mesures anthropogammamétriques et puis les mères c'est pas les mêmes personnes que les mères des enfants avec malformation. Les effectifs sont relativement faibles, c'est une relativement petite province, en particulier par rapport à ce que je présentais juste avant sur l'ensemble du Bélarus. Et puis on sait qu'il y a des facteurs possibles qui ne sont pas contrôlés. Le nord de la région est une population plus rurale, avec un mode de vie différent, la consommation d'alcool qui est un facteur de risque tératogène connu, et puis la déficience en folate pourrait biaiser ces résultats, mais néanmoins des résultats intéressants à prendre en compte dans des résultats tout récents. Pour ce qui est des cataractes, donc ça a été dit avant, il n'y a pas de nouvelle étude à ma connaissance, mais il y a eu une étude qui a été mise en place chez les liquidateurs ukrainiens, qui a été publiée en 2007, un effectif large, 8600 personnes. Il faut voir que c'est un effectif très important parce que c'est des individus pour lesquels il faut faire des examens ophtalmologiques pour vérifier la présence de cataractes. Donc presque 9000 personnes qui ont eu 2 évaluations ophtalmologiques à 2 ans d'intervalle, avec une classification reconnue au niveau international. Des doses relativement faibles pour ces individus-là, doses à l'œil, un ajustement et des questionnaires individuels permettant d'avoir des informations individuelles, ajustement sur l'âge, le sexe, le statut tabagique, le diabète, qui concluait à un odds ratio, c'est-à-dire un ratio par gré, pour une dose d'un gré, de 1,65 pour l'ensemble des opacités non nucléaires, en particulier opacité sous-capsulaire postérieure ou corticale.
Donc les auteurs concluaient à une relation dose-risque avec un niveau de seuil de dose estimé à 0,5 Gray. Voilà. Depuis, je sais que cette étude n'a pas été prolongée et risque de s'éteindre si, en effet, il n'y a pas de remise, de relance finalement de la poursuite de cette investigation chez les liquidateurs. Pour ce qui est des pathologies circulatoires, une publication chez les liquidateurs russes, donc on retrouve la cohorte russe ici, 61 000 liquidateurs, suivis jusqu'en 2000, une dose moyenne de l'ordre de 100 millisieverts. Et puis une relation dose-risque observée pour les pathologies circulatoires, les pathologies cardiaques ischémiques, les pathologies cérébrovasculaires, avec des excès de risque par Gray variant de 0,2 par Gray jusqu'à 0,5, 0,4 par Gray. Donc des coefficients de risque finalement plus élevés que ceux qu'on observe dans la cohorte des survivants Hiroshima-Nagasaki. Et puis un ratio encore plus élevé si on se limite aux liquidateurs intervenus dans les premières semaines en 1986, avec un excès de risque par Gray pour les maladies cérébrovasculaires 2 fois plus élevé. Voilà, donc une étude indiquant une relation dose-risque pour l'ensemble des maladies cardiaques. Maintenant, ces résultats-là n'ont pas été reproduits sur les autres cohortes de liquidateurs et pour l'instant, à ma connaissance, en tout cas, reste un résultat isolé. Il y a une autre publication qui a été publiée en 2013 portant sur les pathologies circulatoires, donc sur l'ensemble des territoires contaminés en Ukraine, là portant sur des populations très très larges. Les auteurs ont séparé la population en 2 groupes. Un groupe exposé un groupe non exposé avec des doses inférieures à 20 millisieverts et un groupe exposé avec des doses entre 20 et 50 millisieverts. Les auteurs concluent à une différence statistiquement significative avec un risque plus élevé dans le groupe 2, mais c'est clair qu'au niveau méthodologique, c'est une simple comparaison de taux bruts sans prise en compte des différences éventuelles de distribution par sexe, par classe d'âge, etc. Et je pense que c'est un résultat qui est à prendre avec énormément de précautions. Je vais terminer les effets non-cancer sur la santé mentale. Donc, ça a été déjà présenté avant. Il y a des nouvelles publications qui ont été faites qui confirment une augmentation de la fréquence de l'incidence des syndromes de stress post-traumatique, de l'anxiété, une diminution de la santé perçue chez les adultes des territoires contaminés. La même chose chez les liquidateurs, avec une fréquence de syndrome de stress post-traumatique finalement toujours plus élevée chez les liquidateurs, même 20 ans après l'accident. Plus de 20 ans après l'accident. C'est des effets psychosociaux qui sont principalement attribués au changement dans l'environnement de vie, dans des conséquences sociales et économiques de l'accident, sans qu'il y ait eu de lien mis en évidence avec la dose. Et puis, c'est des études qui sont difficiles à interpréter du fait de la diversité des indicateurs qui sont utilisés, la multiplicité des facteurs confondants qui peuvent jouer également sur cette fréquence, en particulier dans la situation de chute de l'URSS en 1991, qui a modifié énormément les modes de vie des différentes populations. Voilà, donc un bilan un peu à la Prévert peut-être, mais listant les publications les plus pertinentes sur les dernières années. Donc si on veut tirer une synthèse de ces publications, eh bien on revient on a un premier groupe de conséquences sanitaires établies, une augmentation forte, rapide de l'incidence des cancers de la thyroïde, en particulier chez les individus qui étaient exposés durant l'enfance. Aujourd'hui, cette augmentation de l'incidence, elle continue et elle persiste chez les individus qui sont aujourd'hui adultes et qui étaient enfants au moment de l'accident. Une relation dose-réponse observée pour la leucémie dans les années récentes, avec des résultats qui sont, alors c'est certes que quelques études, mais finalement des résultats qui sont assez cohérents entre plusieurs études de liquidateurs, une étude sur les enfants, les études Bellam et UCRAM, et donc finalement, dans les dernières années, plusieurs indications finalement que cette augmentation de cette relation entre le risque de leucémie et la dose, eh bien on commence à la voir apparaître dans les résultats de Tchernobyl. Une relation dose-réponse pour les opacités cristalliniennes chez les liquidateurs ukrainiens, et puis la démonstration d'une augmentation des conséquences psychologiques diverses. Pour les autres, je les ai classés dans des conséquences sanitaires possibles. Je pense que ça correspond assez bien aux discussions qu'on a actuellement au niveau épidémiologique. Une relation dose-risque pour les cancers de la thyroïde après exposition à l'âge adulte, avec plusieurs études qui vont dans le sens finalement d'une augmentation certes plus faible, mais pour des expositions après l'âge de 18 ans. Relation dose-effet possible pour le cancer du sein, qui
qui, si en effet correspond à une réalité, devrait se confirmer dans les années à venir dans le suivi des études. Incertitude sur un accroissement de l'incidence pour les cancers solides. Interrogation pour les augmentations de malformations congénitales. Et puis des observations d'effets non-cancer à consolider, en particulier pour ce qui est des pathologies circulatoires chez les liquidateurs. Et puis toute une diversité, ça a été discuté déjà avant, toute une diversité d'effets sanitaires rapportés, liés ou non à l'exposition des rayonnements ionisants, mais qui sont des résultats non confirmés au niveau de la littérature scientifique. Deuxième conclusion, c'est les limites méthodologiques. Ça a déjà été largement évoqué dans la journée, également la complexité du contexte social. Donc il n'y a pas que l'accident de Tchernobyl en lui-même, il y a tout le changement dû à la chute de l'URSS en 1991, qui a entraîné des changements drastiques en termes de patterns de mortalité, de réduction de la durée de vie dans les trois républiques concernées, en particulier Bélarus et Ukraine. Des retards de mise en place dans les études épidémiologiques, avec certaines qui démarrent seulement dans les années 2000, des problèmes d'identification, de caractérisation des populations, en particulier pour ce qui est des liquidateurs, une grande diversité en termes de type d'emploi, de doses reçues, de dates d'intervention au moment sur la centrale ou dans la zone de contrôle strict. La qualité des estimations dosimétriques, des diagnostics, des données perdues, des doutes sur la qualité des données recueillies. Donc là aussi, c'est une liste. L'absence dans la majorité des cas de données de référence. On a très peu d'informations finalement sur les taux existants avant l'accident dans les populations des territoires contaminés. Et puis la difficulté de contrôler les facteurs de confusion, en particulier la déficience en ode, l'effet des dépistages pour le cancer de la thyroïde. Donc des leçons, la nécessité de se préparer à la mise en place d'une réponse épidémiologique. La question qu'on peut se poser, c'est s'il y avait un accident aujourd'hui en Europe, est-ce que finalement on serait dans une situation meilleure que celle qui a été observée à Tchernobyl ou à Fukushima plus récemment. La deuxième, c'est la nécessité de poursuivre le suivi des cohortes. La plupart des résultats, même si on est 30 ans actuellement après Tchernobyl, la plupart des résultats que je vous ai présentés, la plupart des résultats publiés, portent sur un suivi jusqu'à 20 ans ou 25 ans. Les 5 dernières années ne font pas encore l'objet de publication parce que les données prennent du temps à être validées. Je pense que dans les résultats que je vous ai présentés, il n'y a rien qui doit dépasser 2011. Voilà. Et donc, nécessité de poursuivre le suivi des cohortes. En effet, pour les cancers solides, si on reprend le suivi des survivants d'Hiroshima et Nagasaki, la plupart des types de cancers solides ont été mis en évidence seulement 20 ans après l'explosion, voire 30 ans pour certains d'entre eux. Et donc là, on arrive dans la période où finalement, s'il y a une augmentation des cancers solides, c'est maintenant qu'il faut continuer le suivi. Et puis la troisième leçon, c'est l'avantage de l'approche cas témoin. L'approche cas témoin qui a permis la plupart des résultats que je vous ai présentés ici. C'est des études qui sont nichées à l'intérieur de la cohorte des liquidateurs et qui permettent, en travaillant sur des effectifs beaucoup plus petits, d'avoir des informations beaucoup plus individualisées et beaucoup plus riches, avec des questionnaires, avec une reconstitution du vécu de la personne depuis l'accident, avec son lieu de résidence, etc. Et finalement des estimations à la fois de doses, mais aussi des autres facteurs de risque qui sont finalement plus riches. Et donc la nécessité de suivre des grandes populations, des cohortes, avec la possibilité de greffer des études nichées sur des sous-populations à l'intérieur. Voilà, puis je vais terminer avec en citant 2 projets européens. Le premier, c'est le projet CoChair, donc c'est un projet européen qui est coordonné par le CIRC à Lyon, le Centre international de recherche sur le cancer, qui vise aujourd'hui à améliorer la coordination des études épidémiologiques post-Tchernobyl. Et c'est basé finalement sur 2 constats. Le premier, c'est que les résultats dont on dispose sur Tchernobyl, finalement, c'est plein d'études, pas forcément coordonnées entre elles, c'est plutôt un patchwork finalement d'ensemble de résultats et qui sont difficiles à synthétiser. Et donc avec une volonté de coordonner, de pousser les équipes à travailler ensemble entre les différents pays. Alors c'est pas toujours facile au niveau, ne serait-ce que pour des questions politiques, mais à améliorer la coordination des études épidémiologiques, à rapprocher les équipes de recherche et puis surtout à assurer un financement pérenne qui permette le suivi de ces populations encore sur 10 ou 20 ans. Et puis le maintien des agréments éthiques, des autorisations des autorités locales, etc. L'idée, c'est de mettre en place des études sur la vie entière, comme ça a été fait pour Hiroshima et Nagasaki, et de mettre en place des lifetime cohort studies, en particulier pour ce qui est des liquidateurs ou d'enfants pour lesquels on a des estimations de doses précises.
et puis de développer un plan de recherche à long terme basé sur ces études-là, s'intéressant, permettant de mieux coordonner et d'avoir des protocoles d'études pour le cancer du sein, pour le cancer de la thyroïde, pour les cancers solides, pour les pathologies non cancéreuses, et bien des choses qui soient plus établies au moment de une meilleure coordination, une meilleure comparativité finalement des résultats des différentes études. Et puis le deuxième, c'est le projet Chemicène. C'est un projet européen qui a été mis en place dans le cadre du programme européen Opéra, qui a démarré l'année prochaine, et qui, lui, vise pas spécifiquement à une meilleure connaissance des effets de Tchernobyl, mais qui vise à s'appuyer sur les leçons tirées des populations affectées par les accidents nucléaires, en particulier ceux de Tchernobyl et de Fukushima, pour justement développer des recommandations en termes de surveillance médicale, en termes de surveillance sanitaire, d'identifier ce qui doit être fait avant un accident, pendant la phase d'urgence, après un accident nucléaire, de façon à améliorer l'épidémiologie post-accidentelle, de manière à améliorer notre capacité à finalement être capable de quantifier les effets après un accident, qu'il soit radio-induit ou qu'il soit pas radio-induit, et puis in fine contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations affectées en les engageant dans les programmes de surveillance, avec une meilleure communication, et éviter de générer de l'anxiété. Voilà. Donc l'objectif de ce projet-là, c'est ça. Et ces deux projets, vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations sur leur site web, qui sont indiqués ici et que vous aurez sur les slides. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.